vais vous présenter directement la synthèse des orientations du plan national d'aménagement et de développement territorial. L'objectif de ce plan, Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, c'est de promouvoir le développement du Sénégal à partir de ces territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités. Et 5 objectifs spécifiques sont visés. Le premier, c'est d'assurer une bonne structuration du territoire, c'est-à-dire mettre en place tous les dispositifs en termes d'infrastructure, mais aussi en termes d'établissement humain, notamment l'armature urbaine qui va structurer véritablement le territoire. Promouvoir l'émergence de pôles de développement par un aménagement adéquat, que ce soit les espaces ruraux, la valorisation des ressources et potentialités des territoires. Assurer l'équité territoriale dans l'accès aux services, parce que c'est un élément important et fondamental, en tout cas en termes d'attractivité des territoires, mais aussi du rôle de l'État, d'une nation. Promouvoir une bonne cohérence territoriale. Le développement, c'est d'organiser des territoires, l'organisation même spatiale, des territoires viables, un découpage administratif adéquat, mais aussi une bonne maîtrise de l'information. C'est ça la base qui peut nous permettre d'aller vers des stratégies d'aménagement et de développement adéquats. Et enfin, renforcer l'intégration du Sénégal, que ce soit au niveau de la sous-région, donc au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO, mais aussi au niveau de l'économie mondiale. En termes de pilotage du processus, le Conseil présidentiel sur l'aménagement du territoire, qui est l'organe suprême en termes d'aménagement, ont permis d'aller petit à petit vers le document global et qui a procédé ainsi à la préparation technique. Un comité de pilotage restreint, donc puisque la Commission nationale pour l'ensemble des structures centrales de l'État, il était important d'avoir un dispositif de pilotage assez représentatif. Donc les suivis stratégiques de l'aménagement du territoire étaient réunis autour d'un comité technique restreint qui assurait le pilotage du processus. Et il s'est appuyé sur une équipe projet à l'intérieur, au niveau de la NAT, et cette équipe technique a utilisé des bibliothèques privées, mais aussi des experts universitaires. Et donc la diversification, en tout cas, de ces cabinets, ça nous a permis de pouvoir couvrir l'ensemble des thématiques de l'aménagement du territoire, qui est un métier hautement transversal en termes de compétences. 3 phases ont marqué le déroulement de ce processus. La première phase préparatoire qui a permis de trouver les voies et moyens, de fédérer tous les acteurs, d'adopter une méthodologie commune avant le lancement du bilan diagnostique, donc sur 2 ans. Donc ce travail de bilan diagnostic a permis d'analyser le territoire sur tous ces aspects, sur tous les ans. Et la phase de formulation avec tout ce qui est prospective territoriale, l'identification des instruments, des mécanismes de mise en œuvre, la rédaction du document et les aspects de validation que j'ai évoqués tout à l'heure. Au niveau du diagnostic territorial, le diagnostic territorial était marqué par 2 aspects. Il y a eu un travail technique assez important et assez fait dans tous les domaines, avec des études thématiques qui ont été réalisées, une 9 études thématiques, des travaux de télédétection pour voir l'évolution de l'occupation du sol, l'analyse des grandes tendances, comment le Sénégal a évolué ces 10 dernières années. Quelle est la tendance lourde qui se dégage et éventuellement, si la tendance n'est pas acceptable, comment on peut réfléchir pour aller vers une vision voulue en tout cas. Mais aussi des perspectives de développement dans le cadre du plan Sénégal émergent, pour être toujours en cohérence avec la stratégie nationale et apporter les priorités quand il le faut. Et c'est tout ce travail qui nous a permis d'identifier les enjeux en matière d'aménagement et de développement territorial au niveau de chaque secteur. Une démarche participative et inclusive. Je pense que tout à l'heure, les différents orateurs ont beaucoup insisté sur ça. Et effectivement, il y a eu un travail important, vraiment, d'intégrer l'ensemble des acteurs concernés à travers un atelier de lancement qui a été organisé dès le début, qui a réuni la Commission nationale d'aménagement du territoire en 2014. 9 ateliers techniques donc, qui nous ont permis de ratisser l'ensemble des secteurs, donc au niveau des structures de l'économie, que ce soit l'économie au niveau social, etc. Donc, tous les aspects de développement socio-économique ont été représentés.
Ensuite, nous sommes allés vers les territoires, vers l'ensemble des 14 régions, organiser des comités régionaux de développement pour mieux cerner en tout cas des enjeux spécifiques au niveau de certains territoires. Et enfin, dans la phase formulation, il y a eu un atelier de prospective territoriale qui a été réalisé, une conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire, présidée par son excellent M. Laxal, le président de la République, en juillet 2018, et un atelier national de présentation dont je parlais tantôt avec la Commission nationale qui a permis de valider le document le 31 octobre 2019, donc 3 mois avant la validation, l'adoption en tout cas de ce plan par le Conseil présidentiel sur l'aménagement du territoire. Donc, tous ces aspects ont fait que ce temps a un peu duré, mais ça, il fallait la peine de le faire parce que c'était important de pouvoir intégrer l'ensemble des acteurs, de collecter l'ensemble des informations, etc. Mais l'objectif, c'était ça, d'arriver à un moment où tous les acteurs se retrouvent pour dire, OK, c'est une vision commune, c'est un travail partagé qui a été réalisé. Les grands constats, ça je vais aller assez rapidement sur ces aspects, pour montrer dans le diagnostic ce qui caractérise le territoire national actuellement. Et je pense que pour la plupart du temps, vous verrez nos invités de la sous-région, je pense qu'on partage beaucoup d'enjeux en tout cas de développement. Par exemple, au niveau des ressources naturelles, cette richesse des écosystèmes et des ressources en Afrique, au Sénégal, avec les faiblesses qu'on connaît aujourd'hui, avec la perte de biodiversité, la dégradation de certains de ces écosystèmes, les risques naturels, les effets du changement climatique, c'est des éléments très actuels. J'avoue que ce qui n'a pas été actualisé. On voit que les événements qui se produisent réconfortent à chaque fois ces diagnostics qui demeurent quoi, et sur lesquels il faudrait apporter des solutions, en tout cas structurelles. Donc un travail qui a permis d'identifier l'ensemble des ressources dont je parlais tout à l'heure, que ce soit au nom des eaux de surface, la pluviométrie, les eaux souterraines, la pédologie, les ressources minières, le gaz et le pétrole, donc qui nous ont permis de pouvoir subventionner des propositions d'aménagement et de développement adaptées. Au niveau de la démographie et des dynamiques spatiales, une croissance démographique assez rapide avec un taux de croissance moins de 2,5%, ce qui est en général une moyenne presque au niveau africain. Une population très jeune où près de 42% est âgée de moins de 15 ans et qui interpelle l'État sur la satisfaction, cette dépendance qui est une charge lourde pour nos États, etc., et qu'il faudrait combler avec un taux de croissance adopté, en tout cas, pour pouvoir subvenir à ces besoins et promouvoir une politique de développement humain adaptée. La forte concentration de la population sur la frange ouest du territoire, que ce soit l'hypertrophie de Dakar, les 1/5 de la population qui sont sur la côte ouest, que ce soit au niveau de la zone centre. Donc, différents éléments permettent de montrer en tout cas cette forte concentration au niveau de l'ouest du territoire. Une urbanisation rapide, mais qui est mal maîtrisée. Comme on le dit souvent, l'urbanisation, ça permet, c'est un potentiel important qu'il faudrait exploiter, mais ça peut être une bombe en retardement aussi si elle est mal maîtrisée. Et on voit ces effets aujourd'hui avec la problématique des inondations, les quartiers, en tout cas, les bancs, en fait, la zone, les quartiers mal lotis, les problématiques diverses, en tout cas, qu'on connaît au niveau de notre urbanisation, qui est due à un déficit d'anticipation, parce que j'ai souvent l'habitude de le dire, s'il y a un domaine qu'on pourrait vraiment, sur lequel on pourrait vraiment avoir un financement pour mettre en place certains trucs, c'est vraiment l'urbanisation. Il faudrait à terme que ça ne se résume pas à juste acheter un terrain, mais à acheter tout le truc et le cadre de vie qu'il faudrait, en tout cas. Et puis avec une forte présence de l'État et des collectivités territoriales. Donc, c'est des aspects sur lesquels on va revenir. Donc, en 10 ans, les surfaces urbanisées ont évolué de 26% au Sénégal. Et ce qui caractérise une urbanisation galopante.
qu'il faudrait essayer de valoriser. Parce que aussi cette concentration humaine, en fait, crée très vite aussi une économie d'échelle et de services. Et donc, c'est un manque à gagner important, vraiment. C'est important de pouvoir faire des investissements massifs dans le cadre de cette urbanisation, pour maîtriser l'urbanisation. Au niveau du développement humain, on l'observe, hein, comme dans beaucoup d'autres pays, des disparités dans l'accès aux services sociaux de base. Cette carte montre ces fractures, hein, avec 3 classes, les zones les mieux favorables, en tout cas en termes d'accès, les zones moyennes et puis les zones rouges qui sont les zones les moins pourvues, en tout cas en services sociaux de base. Mais il y a une volonté forte de l'État du Sénégal, en tout cas, à généraliser cet accès à travers beaucoup de programmes qui interviennent dans le social, donc au niveau de l'accès aux services sociaux de base, que ce soit PUDC, CMU, PUMA, Promoville dans les zones urbaines, le PNDL aussi qui intervient aussi à l'échelle nationale pour renforcer ces équipements sociaux de base. Donc, il y a un investissement massif, hein, qui est en train d'être réalisé par l'État, mais on constate toujours aussi que le poids démographique est beaucoup plus important que les efforts qui sont en train d'être consentis. Au niveau des dynamiques économiques, quelques grands constants qu'on peut toujours partager, hein, c'est naturel. Bon, au Sénégal, on a des productions en constante augmentation depuis l'avènement du plan Sénégal émergent, avec une politique assez agressive, en tout cas au niveau économique. Une balance commerciale déficitaire, creusée par l'importation de produits dont le Sénégal est en mesure, hein, de produire sur son sol. Et ça, c'est commun à tous les pays de l'UEMOA. Hein. Je pense qu'on a eu à travailler avec tout le monde sur le SDR, et c'est des problématiques qui demeurent et auxquelles il faut une forte volonté politique, en tout cas. Une économie à caractère informel dans ses plus grands secteurs pourvoyeurs d'emploi et de richesse, hein, ce qui représente un manque à gagner important, que ce soit pour ces populations qui sont dans le secteur informel, parce qu'elles vont bénéficier de moins d'appui d'État, parce que l'État, voilà, ce n'est pas des secteurs qui sont vides, donc c'est compliqué, mais aussi un manque à gagner important pour les recettes de l'État. Donc, tous les acteurs ont intérêt, en tout cas, à travailler davantage vers la formalisation de ce secteur informel qui est un atout important pour nos pays. Des opportunités de développement économique liées aux importantes découvertes de pétrole et de gaz. Hein, donc, comme vous le savez, ça, voilà, c'est un élément important, en tout cas, pour le futur en termes de stratégie de développement ici au Sénégal. En ce qui concerne l'appui à la production, c'est-à-dire tous les facteurs de production qui contribuent au développement socio-économique et l'intégration sous-régionale, notre pays est caractérisé par une forte concentration, toujours de la même façon que les populations sont concentrées sur le tiers ouest, les infrastructures, les équipements aussi sont concentrés en même temps dans cette zone. Et c'est un problème important sur lequel il y a eu des propositions importantes, en tout cas pour mieux équilibrer le territoire. Il y a eu un renforcement progressif des infrastructures et équipements d'appui à la production, ça je le disais tantôt, avec l'ensemble des projets qui sont en train d'être déroulés pour la mise en place des équipements, des infrastructures de transport. L'amélioration progressive du climat des affaires, qui est une politique importante même, un projet important dans le cadre du plan Sénégal émergent, et on assiste en même temps à une bonne dynamique d'intégration sous-régionale. Hein. Cet atelier aujourd'hui, hein, montre vraiment cette dimension quand même de l'intégration sous-régionale, et le SDR, le schéma de développement de l'espace régional, qui a été adopté par le Conseil des ministres de l'UEMOA en 2019, montre cette volonté, cette dynamique qui est là et qui permet en tout cas de fédérer les États autour du développement économique. Parce que c'est l'échelle en tout cas de nos États en termes pose un réel problème au développement économique. Et donc c'est important de renforcer ces politiques d'intégration. Et nous avons respecté dans le cadre de la stratégie du Sénégal, en tout cas toutes les propositions qui ont été, les orientations qui ont été définies dans le cadre de ce SDR, et pour connecter en tout cas le Sénégal à l'espace sous-régional en termes d'infrastructures, d'équipement par rapport au module intégrateur du SDR. Au niveau de la gouvernance territoriale, on note une riche expérience du Sénégal en matière de décentralisation, mais toujours, il y a cette faible capacité d'intervention des collectivités territoriales qui sont notées et sur lesquelles l'État est en train de faire beaucoup d'efforts.
la problématique des incohérences territoriales. Cette carte montre un peu ces difficultés sur la quasi-totalité de nos communes. Mais il y a une réelle volonté aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, en tout cas, de trouver des solutions à toutes ces problématiques. La vision de ce plan s'inspire de la vision du plan Sénégal émergent, qui est un Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire dans un état de droit. J'ai fait l'économie, en fait, de tout ce qui est scénarisation, etc. Mais aujourd'hui, les faits ne me donnent pas raison. Peut-être que j'aurais dû l'intégrer, parce que, comme vous le savez, dans la démarche d'une planification prospective, il y a cette étape importante de scénarisation. On a eu à explorer 3 scénarios, donc un scénario tendanciel pour voir le Sénégal, cette tendance d'évolution lourde. Est-ce que si ça se produit, si ça continue, est-ce que ça va permettre d'atteindre les objectifs de développement socio-économique, en tout cas auxquels aspirent nos populations? Un scénario catastrophe, c'est-à-dire un scénario où finalement on ne contrôle plus rien. Et là, avec le coronavirus, on a failli passer à côté de ce scénario. Parce que finalement, c'est un risque qui se produit, qui se déclenche et qui déstructure tout le reste. Certains pays ont connu ce problème. Le Libéria, avec la crise comment on appelle, de l'Ebola, hein, qui a posé d'énormes problèmes. Les guerres civiles, hein, ça pose de réels problèmes, les épidémies, etc. Donc, ça veut dire que, en tout cas, les risques sont là et que c'est important à chaque fois que les gouvernements puissent essayer de dire, OK, dans cette planification, il y a ces risques, on essaie de voir comment réduire, en tout cas, au minimum le niveau de ces risques, mais c'est des risques qui sont là, qui peuvent se déclencher à tout moment. Et l'autre scénario, c'est le scénario de développement équilibré, donc naturellement, qui est choisi et puis en phase avec les orientations et la vision du plan Sénégal émergent, mais aussi avec les objectifs du SDR. Les orientations stratégiques, elles sont au nombre de 5. La première orientation stratégique, donc relativement à l'axe 1, donc 5 axes, je voulais dire tout à l'heure. Le premier axe est relatif à l'environnement et aux ressources naturelles, parce que c'est la base pour planifier, pour faire de l'aménagement du territoire. C'est la base, c'est-à-dire que ce sont ces ressources et potentialités naturelles qui vont être très déterminants pour le reste. Parce qu'il faudrait valoriser ces ressources, mais il ne faudrait pas créer une surcharge. Donc, il faudrait mettre une charge, en tout cas, assez appropriée. Donc, c'est le premier élément important, surtout dans ce contexte de changement climatique. Les orientations qui ont été retenues autour de cet axe, c'est de renforcer les stratégies de préservation et de restauration de l'environnement et des ressources naturelles. Il y a beaucoup de politiques qui sont en train d'être menées, mais qui doivent être renforcées davantage. Assurer une bonne maîtrise de l'information sur les ressources naturelles. Parce que ça, c'est un élément important. C'est comme les informations sur les données socio-économiques, etc. Tant qu'on n'a pas des informations fiables, on ne peut pas mettre en place des politiques de développement adaptées. Et on ne peut pas valoriser les ressources. Par exemple, imaginons, si on savait avec précision l'ensemble de nos ressources et potentialités, que ce soit au niveau des mines, du pétrole, du gaz, ça nous permettrait d'avoir en tout cas des dispositifs importants pour pouvoir négocier avec le secteur privé pour l'exploitation au profit des populations. Et donc ça, c'est un aspect important. Malheureusement, c'est des trucs sur lesquels nos États n'interviennent pas souvent parce que c'est trop, voilà, c'est pas de l'urgence. On comprend la charge qui est difficile, mais c'est un élément important qui mérite en tout cas une attention plus qui de l'État. Promouvoir la coopération sous-régionale pour la gestion et la valorisation durable des écosystèmes et ressources transfrontaliers. Donc ça, c'est typiquement un programme, hein, un aspect important de l'intégration sous-régionale. Surtout par exemple pour le Sénégal, qui partage 5 frontières avec des pays de la sous-région. Et donc à chaque fois, on a des écosystèmes en commun, des ressources en commun, bon, que ça soit au niveau des fleuves, le fleuve Sénégal, donc avec un effort important avec l'OMVS, l'OMVG avec la Gambie, et on a d'autres écosystèmes dans le sud, hein, avec les écosystèmes forestiers, etc., qu'on partage avec la Gambie, la Guinée-Bissau, etc. Tout ça qui ne connaissent pas, en tout cas ces écosystèmes, qui ne connaissent pas les frontières que nous avons dessinées.
et donc, qui sont des écosystèmes physiques continus qui nécessitent en tout cas une collaboration entre les États pour des stratégies cohérentes. Et promouvoir des stratégies d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, ça c'est un aspect important qui est aujourd'hui mondial. Le deuxième axe, c'est la démographie et les dynamiques spatiales, où 3 orientations stratégiques ont été retenues. La première orientation, c'est créer les conditions propices à la capture du dividende démographique. Donc, comment faire pour réduire cette dépendance et en tout cas permettre à notre économie de pouvoir souffler un peu. Assurer une bonne gestion des migrations et des mobilités, ça c'est un aspect important, que ça soit au niveau interne, hein, au Sénégal, les aspects de mobilité et migration, parce que vous voyez, à chaque fois, il y a des mouvements de population importantes, normalement, qui doivent être pris en charge, en tout cas dans la satisfaction des besoins socio-économiques des populations. Et si ces données ne sont pas bien maîtrisées, après c'est toujours problématique. Mais aussi au niveau sous-régional, c'est important de développer cette connaissance, en tout cas sur les migrations. Assurer une bonne maîtrise de l'urbanisation, donc ça on le disait tout à l'heure, ça c'est fondamental, c'est fondamental. En même temps, ça touche le développement urbain, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait que la croissance économique se passe dans les villes. Et donc ça, c'est un élément important, mais à condition que ces villes soient bien aménagées et que le cadre de vie soit un cadre de vie correct, en tout cas, et décent pour les populations. Mais c'est un élément important, le développement de l'économie urbaine. Donc ça, c'est des aspects sur lesquels le SDR est beaucoup intervenu pour dire qu'il faudrait arrêter de penser les villes comme juste des zones d'habitat, mais il faut le voir comme des espaces aussi économiques, donc l'économie urbaine. Donc, qui est un aspect important et sur lesquels voilà, le Sénégal est en train de faire des pas importants. Troisième axe, au niveau du développement humain, les orientations, c'est d'assurer un accès équitable et de qualité aux services sociaux de base. La carte qu'on a vue tout à l'heure avec ces disparités, l'enjeu, c'est comment réduire ces disparités à des niveaux vraiment les plus bas possibles. Améliorer la qualité du cadre de vie et de l'habitat, donc ça touche ces aspects cadre de vie hein, qui sont importants et qui accompagnent le développement urbain. Renforcer la sécurité publique et les dispositifs de prévention et de gestion des risques. Donc ça, il y a beaucoup de situations qui sont vécues actuellement par les populations au niveau de nos territoires, la problématique de la sécurité publique, avec le vol dans toutes ses formes, les agressions, etc., qui pose un problème et qui constitue un frein même au développement économique. La prévention et la gestion des risques, donc aujourd'hui, avec les problématiques d'inondation, etc., tout ça, c'est des aspects importants. En tout cas, la prévention, c'est un élément vraiment important. On comprend toujours que l'urgence, dès qu'une situation se produit, il faut un programme d'urgence, etc. Mais il ne faut pas que ça soit systématique et puis qu'on puisse aller sur des programmes vraiment à long terme pour prévenir ces risques, pour éviter, en tout cas, de continuer à répondre toujours à des urgences parce qu'à ce moment-là, on n'a plus la maîtrise de notre développement socio-économique. Et enfin, réduire les inégalités sociales dans ce domaine. Différents programmes et projets ont été lancés, que ce soit au niveau CMU, la bourse familiale, tous ces aspects qui visent à réduire vraiment ces inégalités sociales. Au niveau de l'axe 4, qui concerne le système productif et l'intégration sous-régionale, 5 orientations ont été retenues. La première, c'est d'augmenter et diversifier la production du secteur primaire. Donc ça, c'est un élément, c'est un enjeu de base. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse augmenter notre système, notre production du secteur primaire, non seulement pour des questions de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire, pour l'assurer, mais aussi pour pouvoir alimenter le secteur secondaire, donc et aller vers la transformation de nos produits. Parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de gâchis par-ci, par-là, etc. Mais parfois, on ne peut pas, nos pays ne sont pas en mesure de produire, en tout cas, d'avoir une production durable qui peut soutenir un secteur secondaire compétitif et durable. Parce qu'on entend souvent dire, oui, bon, pendant l'hivernage, les gens sont en train de verser le lait dans le lingère, etc. Mais c'est vrai, mais si on a du lait que 3 mois, etc., ce n'est pas aussi suffisant, en tout cas,
pour promouvoir des unités industrielles conséquentes, en tout cas structurantes. Donc, il faut un vrai développement durable et dans le long terme de tous ces secteurs-là. Promouvoir l'émergence de pôles de développement par une valorisation adéquate des ressources et potentialités des territoires. L'idée, c'est de se dire que ici, comment à chaque fois on va apporter de la valeur ajoutée sur nos produits. Et le fait de vouloir apporter cette valeur ajoutée, que ça soit au niveau de l'industrie, des services, ça nous permet de faire émerger des pôles de développement. Et tout à l'heure, on verra quelques exemples ici. Faciliter l'accès à des facteurs de production performants et compétitifs dans les territoires. Donc ça, c'est une base fondamentale, en tout cas en termes de compétitivité, que ce soit des territoires, que ce soit du Sénégal, tous les facteurs de production, que ce soit les routes, l'accès au financement, l'accès à des zones aménagées pour les activités, que ce soit l'activité industrielle, l'activité artisanale. Donc, le facteur humain, la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée et en phase avec les besoins de l'économie, ça, c'est des aspects importants qu'il faudra. Renforcer l'intégration du Sénégal dans la sous-région, ça, c'est un enjeu, en tout cas majeur du Sénégal, sur lequel le gouvernement s'est toujours engagé et qui est réaffirmé chaque année. Assurer aussi une meilleure insertion du Sénégal dans l'économie mondiale. C'est dire qu'effectivement, on ne peut pas, actuellement, on est dans une mondialisation, on ne peut pas s'enfermer, etc. Il faut s'ouvrir, mais il faudrait essayer de voir comment on peut gagner aussi dans cette ouverture. Et comment réduire toujours cette dépendance par rapport au reste du monde. Enfin, au niveau de l'axe 5 qui concerne la gouvernance territoriale, les orientations, c'est d'améliorer la cohérence territoriale. Donc, il y a des projets, des programmes qui sont en train d'être déroulés dans ce sens. Renforcer le cadre de gouvernance territoriale. Donc, l'acte 3 a posé des jalons qui sont importants. L'idée, c'est d'aller davantage, en tout cas dans cette direction. Et renforcer les capacités d'intervention des acteurs territoriaux qui sont importants parce que l'idée, c'est à terme, comment on peut faire pour rendre plus ou moins autonome, en tout cas, nos collectivités territoriales. Et ça, c'est des aspects importants. C'est des démembrements de l'État, mais il faut que ce soit des démembrements qui vont faciliter, en tout cas, la tâche au niveau, à l'échelle de base, quoi, au niveau local, pour que l'État puisse se concentrer davantage sur les enjeux beaucoup plus structurants. Et enfin, assurer une bonne maîtrise de l'information territoriale. Ça, je le disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas une information territoriale fiable, on ne peut pas mettre en place des stratégies de développement adéquates. Donc ça, c'est des aspects importants sur lesquels tous les acteurs interviennent et qui, en fait, qui vont nous permettre même demain de faire des économies. Parce que si on a une information territoriale qui est disponible, qui est abondante, etc., mais toutes les stratégies qu'on va bâtir, ça va beaucoup accélérer l'ensemble des études que nous sommes en train de mener. Parce que quand on fait des études au Sénégal, ici, le premier problème auquel tu es confronté, c'est les données. Les données. Comment avoir des données fiables? Et ça, c'est important de mener donc, cette stratégie globale, d'avoir des données disponibles, actualisées, en tout cas, pour permettre aux acteurs économiques de pouvoir planifier le développement. Voilà, et ça, ce sont les 5 orientations, les 5 axes stratégiques avec les différentes orientations qui ont été retenues et qui sont bien articulées au plan Sénégal émergent. Donc, ce tableau montre la correspondance, en tout cas, entre les axes, les piliers du PSE et les axes d'intervention du plan d'été. Donc, il faut voir le plan d'été comme une projection du PSE sur les territoires. Voilà. Au niveau des propositions d'aménagement et de développement territorial, donc toutes ces orientations-là, c'est quoi la conséquence maintenant sur le territoire en termes d'équipement, d'infrastructure et en termes d'action de développement, d'aménagement et de développement qu'il faudrait mener. Donc, concernant le volet aménagement, il y a ce que nous appelons le schéma de structure, c'est-à-dire qui comprend l'ensemble des éléments structurants qui vont permettre demain de rééquilibrer le territoire national. C'est composé de la hiérarchie des établissements humains, on va revenir sur ça, les affectations, les grandes affectations du territoire, comment nous voulons utiliser le territoire, donc les différentes parties du territoire, les pôles de développement,
Les infrastructures de communication structurantes qui sont importantes parce que c'est la base, en tout cas, la communication, c'est la base du développement. Les infrastructures énergétiques qui sont d'autant plus importantes aujourd'hui avec les enjeux autour du pétrole et du gaz. Et l'autre volet, ce que je disais tout à l'heure, les actions d'aménagement et de développement territorial qu'il faudrait réellement mettre en œuvre pour pouvoir assurer cette structuration du territoire. La hiérarchie fonctionnelle des établissements humains, c'est important. L'idée, c'est de voir les différents états, parce que les populations sont réparties à travers les différents établissements humains, et ce qu'il faudrait, c'est pour chaque type d'établissement humain, comment l'État devrait intervenir et les collectivités territoriales. Quels sont les niveaux, les types d'équipements, d'infrastructures qu'il faudrait mettre en place pour que ça soit adapté. Et donc, nous avons identifié cinq niveaux en termes d'établissement humain en se basant sur le poids démographique, le statut administratif, la position géographique pour donner en tout cas des rôles et pouvoir identifier des infrastructures, des équipements qui doivent accompagner chaque niveau de la hiérarchie. Les 5 niveaux sont les suivants. Comme le disait tout à l'heure M. le ministre, la présentation, la métropole internationale de Dakar, qui doit positionner le Sénégal par rapport aux autres métropoles sous-régionales, mais aussi mondiales, donc en essayant de s'orienter plus vers les services. Donc ça, c'est Dakar, donc avec son hypertrophie et toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui et qui a besoin de renfort, on a besoin, en tout cas en termes de stratégie de développement, de renforcer les services, d'améliorer le cadre de vie des populations. Il y a un effort important qu'il faudrait mener, en tout cas en termes de restructuration urbaine, sortir les populations des zones à risque d'une façon globale, que ce soit les zones d'inondation, que ce soit les zones où il y a des risques technologiques, etc. Et ça, c'est des aspects importants. Et le pôle urbain de Diamniadio est un exemple important qui va permettre de positionner davantage le Sénégal à l'échelle internationale. Maintenant, pour rééquilibrer Dakar, 10 métropoles d'équilibre sont proposées à travers le territoire national. Et au niveau de ces métropoles, c'est comment faire un effort de développement important, c'est-à-dire que qu'on n'aurait pas fait dans le scénario tendanciel. En tout cas, pour qu'un surplus de population qui devait venir à Dakar puisse s'orienter vers ces grandes métropoles. Et on voit qu'il y a des métropoles, il y a des villes qui jouent naturellement aujourd'hui le rôle de métropole d'équilibre, qui ont aujourd'hui des taux de croissance démographique plus élevés qu'à Dakar. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez l'agglomération de Mbour, le Grand Mbour ou à Touba. Et pourtant, ce n'est même pas des capitales administratives. Donc, c'est pour ça que c'est important, mais il y a des enjeux spécifiques qui ont fait que ces territoires sont devenus attractifs. On sait à Touba, avec le fait religieux, autour de la métropole de Mbour, avec une volonté manifeste de l'État à travers le développement touristique. Donc, ça veut dire qu'avec la volonté, on peut faire beaucoup de choses et on peut changer le cours des événements. Les métropoles régionales, c'est l'autre niveau, donc ça va être constitué des capitales régionales, mais aussi des villes qui vont avoir une population en tout cas supérieure à 100 000 habitants à l'horizon 2035. Les villes secondaires, donc ça c'est un aspect important du développement urbain, donc on projette ces villes comme les établissements humains entre 25 et 100 000 habitants à l'horizon 2035 et qui doivent permettre d'améliorer davantage les services, etc., et la planification urbaine, tous ces aspects-là, parce que c'est le moment dans ces villes-là de commencer à faire de la planification urbaine. Ne pas laisser la situation connue jusqu'à ce que ça soit une urgence pour dire que maintenant on restructure, etc. Je pense qu'il faut qu'on travaille davantage vraiment dans la prévention. Et les centres relais au niveau local, donc qui vont permettre de polariser toutes les zones plutôt rurales, donc où c'est l'activité primaire qui domine. Les affectations du territoire, le film l'a montré tout à l'heure, l'idée c'est de dire comment l'État sénégalais va organiser l'utilisation du territoire national à travers les grandes affectations. Ça va permettre à l'État de dire s'il y a un investissement vraiment structurant, très structurant, comment l'État va orienter ces investissements vers la zone la plus adaptée. Vers la zone la plus adaptée en termes d'opportunités économiques, mais aussi en termes de préservation de l'environnement.
Si vous devez mettre en place un projet agricole, par exemple, qui va tirer sur les nappes souterraines et puis les assécher assez rapidement, ce n'est pas acceptable. À ce moment-là, il faudrait orienter le projet vers là où il y a des ressources, en tout cas en eau, qui ne menacent pas les ressources naturelles. Donc ça, c'est des éléments voilà, importants qu'il faudrait mettre en place parce que c'est ça qui permet d'assurer un développement durable. Donc, pour chaque zone, on a divisé le territoire en 14 zones grande affectation. Et pour chaque zone, par ordre de priorité, on a proposé les affectations, en tout cas les plus adaptées. Par exemple, ici, la vallée du fleuve Sénégal, hein, toutes ces zones-là où il y a des ressources en eau de surface qui sont dominantes, ce qui est proposé, c'est en termes d'affectation, c'est les grandes cultures irriguées, la pêche continentale, mais aussi l'élevage. L'élevage, et c'est sa forme intensive qui est suggérée ici. Au niveau de la zone des Niayes, on a l'horticulture, on va avoir la pêche, mais aussi il y a l'exploitation minière qui sont importantes, mais qu'il faudrait organiser dans une parfaite cohérence. Ainsi de suite, l'ensemble du territoire national est organisé suivant ces affectations pour pouvoir aider l'État d'avoir un outil d'aide à la décision pour la territorialisation des politiques publiques, en tout cas dans le domaine de l'utilisation du sol. Au niveau, l'autre volet, c'est les pôles de développement. Les pôles de développement, ce sont ces pôles qui permettent en tout cas de concentrer des emplois et qui permettent d'être attractifs, d'être des piliers attractifs pour le développement socio-économique. Les pôles économiques de premier plan, on le disait tantôt, la ville, c'est le premier équipement du territoire, donc c'est le premier pôle de développement. Donc toutes les métropoles qu'on a, que ce soit Dakar, les métropoles d'équilibre, les métropoles régionales, sont des pôles économiques par excellence. Parce que c'est là où la croissance économique se passe en majorité et qui soutient, dont en tout cas l'arrière-pays est toujours dépendante à chaque fois de ces villes en termes de services, mais aussi en termes d'emploi. Mais l'innovation que nous avons voulu apporter ici, au-delà de ces pôles, ces grands, en tout cas, établissements humains, c'est la notion de centre secondaire stratégique que nous définissons comme des centres aujourd'hui qui ne sont pas, en tout cas, qui ne sont pas visibles aujourd'hui, mais qui renforcent une ressource importante qu'on peut valoriser et que cette valorisation va permettre de faire émerger un pôle économique qui va devenir assez attractif très rapidement. Et au Sénégal, on a eu ces expériences à travers des projets agro-industriels comme la CSS qui a permis, comme le disait le film tout à l'heure, le montrait le film, de structurer Richard Toll. Et en quelques années, Richard Toll est passé devant sa capitale départementale, qui est Dagana. Et aujourd'hui, dans la hiérarchie, on l'a positionné comme une métropole régionale parce qu'il y a un seuil démographique important. Au niveau de Mbour, on a vu ce qui s'est passé à Mbour grâce notamment à la station balnéaire de Saly, qui a permis à cette zone de Mbour d'avoir même des taux de croissance de 6%. Hein. Donc, au niveau de Richard Toll et Mbour, on a atteint des pôles de 5 à 6% de croissance démographique. Et c'est grâce à ces projets-là qui ont été mis en place. Vous allez aller plus loin à Mboro avec l'implantation des ICS. Ça a permis de rendre véritablement dynamique ce centre-là. Et l'idée pour nous maintenant, c'est comment s'inspirer en tout cas de ces exemples réussis pour structurer tout le territoire avec ces types de centres secondaires stratégiques qui vont nous permettre de faire rayonner en tout cas de petits pôles un peu partout diversifiés à travers le territoire national. Près de 14 types de centres secondaires stratégiques ont été identifiés ici. Donc, tous les points que vous voyez ici, c'est des pôles potentiels qu'on peut mettre en place. Parce que imaginez que Richard Toll, par exemple, ce n'est pas la seule zone de la vallée du fleuve où on pourrait faire des projets agro-industriels structurants pour satisfaire nos besoins en termes au niveau alimentaire. On continue à importer du maïs, on continue à importer du blé et c'est possible de les produire, etc. Voilà, dans les années 70, il y a eu cette volonté manifeste de dire, bon, cette fois-ci, nous voulons produire du sucre. Voilà. Et l'État l'a fait avec le privé. Et ça, c'est voilà, ça, c'est des choses qu'on doit continuer davantage et diffuser pour permettre, en tout cas, de pouvoir équilibrer le territoire. Parce qu'il n'y a que l'attractivité économique, en tout cas, en général, en tout cas, qui permet de structurer, de promouvoir le développement économique.
Hein. Il y a l'attractivité religieuse qu'on pourra, bon, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, par exemple à Touba, à Kaolack, où ça, c'est des enjeux importants qu'il faudrait valoriser. Les infrastructures structurantes qui doivent permettre d'équilibrer le territoire. Donc, cette carte montre, c'est une animation qui montre les en tout cas, qui ont été réalisés. Les linéaires de route, ces routes-là qui ont, c'est des routes non encore existantes. Proposé dans le cadre de ce plan. Si vous regardez, ça permet d'équilibrer le territoire, en tout cas en termes de connexion, parce que l'ensemble des routes, il y a une forte densité au niveau donc, des axes routiers sur le tiers ouest, et cette partie est relativement dépourvue en termes. Donc il y a une proposition de maillage, en tout cas qui a été proposée et qui doit accompagner l'ensemble de la hiérarchie fonctionnelle des établissements humains, mais aussi les pôles de développement, les centres secondaires stratégiques, parce qu'il faut pouvoir accéder à ces territoires-là avant de promouvoir un quelconque développement économique. Au niveau des autoroutes, le linéaire existant, c'est 225 km actuellement. Le projeté, c'est 1480 km et qui doit permettre de relier les grands centres urbains, les grandes métropoles d'équilibre qui vont atteindre plus de 150 000 habitants à l'horizon 2035. Les axes ferroviaires, donc ça c'est important. En rouge, vous regardez, c'est les axes ferroviaires existants. Bon, mais après, il faut dire que c'est très vétuste. C'est à réhabiliter, c'est 998 km. Ce qui est proposé, c'est près de plus de 2000 km, en tout cas, de voies ferrées, qui doivent permettre de relier toutes les parties du territoire pour faciliter le transport, que ce soit de personnes, mais aussi le transport de marchandises. Et ça va rentrer toujours dans le cadre du renforcement des facteurs de production. Et si vous regardez, donc ça montre ici les grandes affectations du territoire qui sont proposées. Chaque grande affectation est desservie par un axe, en tout cas, un axe ferroviaire en termes de proposition. Les infrastructures de transport au niveau aéroport, les aéroports internationaux, c'est important pour connecter le Sénégal avec le reste du monde, mais aussi faciliter les déplacements en interne. Il y a des aéroports internationaux qui ont un statut, en tout cas d'aéroport international, et il est proposé, en tout cas, de renforcer cela, surtout au niveau de Kaolack, qui doit pouvoir avoir une dimension internationale, donc avec l'enjeu de développement économique, mais aussi de tourisme religieux. Les aéroports régionaux qui sont importants et qui vont permettre de diversifier et de faciliter les déplacements à l'intérieur du territoire, et qu'il y a un important programme, en tout cas, de réhabilitation de ces aéroports qui est Les ports, il y a l'existant avec nos différents ports au niveau de Dakar, Foundiougne, Kaolack, mais aussi au niveau de Ziguinchor, Saint-Louis, qui n'est pas encore très fonctionnel. Les propositions de ports de pêche qui sont qui, parce que l'idée de la transformation structure de l'économie, il faut qu'on puisse l'accompagner avec le relèvement du niveau d'équipement en termes d'appui à la production. Donc, il faudrait, par exemple, est-ce que l'idée, c'est de dire à Kayar, à Mbour, etc., on doit continuer d'avoir de petits débarcadères là, etc., ou à un moment donné, il faudrait qu'on puisse dire, on veut aller plus loin, on va essayer d'avoir de petits ports de pêche avec des pirogues, etc., modernisés, etc., qui vont permettre au Sénégal de pouvoir mieux utiliser la mer et puis de répondre aux besoins de ces populations. Voilà, les ports de plaisance au niveau touristique qui sont proposés. Si vous regardez, on a plus de 700 km de côte et voilà, il n'y a pas l'activité, en tout cas en termes de tourisme, de l'activité de présence qui est assez développée. Donc tout ça, c'est vraiment des opportunités de développement socio-économique qui vont permettre de transformer notre économie à terme. Voilà, au niveau du fleuve Sénégal, les ports fluviaux maritimes qui sont en train d'être mis en place avec l'OMVS. C'est dire que dans chaque partie du territoire, il y a des infrastructures, des équipements qu'on pourrait prioriser et mettre en place très vite pour asseoir un développement économique important et équilibré en même temps le territoire. Les infrastructures énergétiques, ça c'est un aspect important qui va participer à la transformation structurelle de notre économie. Au niveau de l'IOMA, il y avait des propositions qui ont été acceptées de mettre en place un gazoduc avec le gaz sénégalais qui pourrait permettre d'alimenter
une partie de la sous-région. Donc, cette proposition a été adoptée donc, dans le cadre de ce plan, mais aussi tout ce qui est oléoduc, voilà, oléoduc pour pouvoir aussi alimenter toutes les grandes agglomérations du territoire, en tout cas en termes d'énergie. Et l'idée, c'est d'accompagner ce réseau de gazoducs par une distribution de centrales électriques au gaz, donc qui sont moins chers et moins polluants pour satisfaire les besoins, en tout cas en termes d'électricité, au niveau de la quantité, mais au niveau du coût aussi d'accès à ce qui. Et ça, c'est un facteur de production important et fondamental si on veut renforcer l'attractivité du Sénégal. Cette carte, c'est la carte de synthèse qui rassemble l'ensemble des éléments structurants qui étaient proposés ici pour dire qu'est-ce qu'on propose en tout cas pour assurer cette meilleure structuration du territoire. Les actions d'aménagement et de développement, comme l'a énoncé tout à l'heure le ministre, 209 actions d'aménagement et de développement territorial ont été proposées pour atteindre en tout cas cette vision qu'on a du territoire à l'horizon 2035, même si on sait que les horizons, l'idée c'est de l'adapter parce qu'il y a toujours des imprévus, etc. et qu'il faudrait faire de la planification économique, en tout cas des plans d'action au niveau décennal, quinquennal, etc. pour voir les priorités. Quelques actions sont montrées, en tout cas la spatialisation de certaines actions sont montrées ici au niveau de l'environnement pour voir dans chaque zone quels sont les enjeux majeurs en termes de conservation de l'environnement. Au niveau des services structurants, la carte universitaire, quelles sont les propositions en termes de carte universitaire, parce que c'est des équipements aussi importants qui jouent, qui sont très importants dans l'attractivité des territoires. On montre comment l'université de Saint-Louis, l'université de Ziguinchor ont transformé, en tout cas ces villes, et les ont rendues beaucoup plus compétitives, attractives. Les infrastructures hospitalières, la carte hospitalière qui est importante et qui est un enjeu fondamental aujourd'hui avec les problématiques de pandémie que nous connaissons. Voilà, c'est la base. Et il y a des efforts importants qui sont annoncés en tout cas pour renforcer ces infrastructures. La maîtrise de l'eau, comment on doit maîtriser l'eau, que ce soit pour l'eau productive, pour le développement économique, mais aussi l'eau potable pour que les populations puissent accéder, en tout cas de manière durable, à une eau de qualité. Des propositions qui sont faites, que ce soit en termes de transfert d'eau, la rétention, les bassins de rétention, etc., les barrages pour la valorisation des différents cours d'eau. Les industries, les agropoles, il y a un programme important au niveau des agropoles qui sont proposés. Donc ici, cette carte des agropoles qui a été retenue. Et en plus, où on a juxtaposé, en tout cas, les types d'industries qu'on pourrait mettre en place. Et ces industries sont plus ou moins confondues un peu avec les centres secondaires stratégiques. Voilà. Ce qui est important, c'est dire qu'il y a une diversité, en tout cas d'unités industrielles qu'on peut mettre un peu partout à travers le territoire national. Et comme le disait tout à l'heure, l'État quand même doit mettre en place ce cadre, mais à la fin, en fin de compte, c'est le secteur privé qui doit mettre en œuvre ces projets de développement. Les sites touristiques, les projets ont été proposés au niveau des différents types de centres, là où on a un enjeu important en termes touristiques, pour valoriser tout le potentiel et diversifier en même temps l'offre touristique. La formation professionnelle, l'idée c'est de dire chaque zone, on essaie de proposer des centres de formation adaptés par rapport à la vocation du centre. Des actions en termes de gouvernance territoriale. Quand on parle de métropole régionale, de métropole d'équilibre, c'est pas, par exemple, quand on parle de la métropole régionale de Mbour, c'est pas seulement Mbour, c'est pas seulement la commune de Mbour, mais c'est tout le tissu contenu autour de l'aire urbaine autour de Mbour qui est concerné, que ça soit Saly, Ngaparo, Nguékhor, Malikounda, en tout cas une partie de Malikounda, parce qu'elle est devenue la zone d'extension naturelle de Mbour, etc. Donc, comment constituer ces grands ensembles, en tout cas pour favoriser une gouvernance métropolitaine adaptée? Parce que ce n'est pas normal que toutes ces villes-là il y a une conurbation qui est actuellement réalisée et qu'il n'y a pas de coopération suffisante, en tout cas, avec ces. Donc, même si la coopération est difficile d'avoir une coopération volontariste avec
les différentes communes là, avec les maires, je pense que l'État doit intervenir pour imposer cette coopération parce que c'est ça qui permet en tout cas de rationaliser le bien public et d'optimiser son utilisation. Donc ça, c'est des enjeux importants parce qu'on va parler par exemple des programmes 100 000 logements. On va dire que les programmes 100 000 logements, quand on va aller à Mbour où tout est urbanisé, on sait que ce n'est pas à l'intérieur de Mbour où on pourra faire ça. Il faudra aller dans la zone d'extension. Donc, je pense que l'idée, c'est d'aller donc vers cette stratégie de métropole, etc., pour pouvoir orienter l'ensemble des politiques de l'État et arrêter de regarder sur ces différentes ces échelles communales, parfois qui ne sont pas toujours adaptées. La stratégie de mise en œuvre, donc ça c'était quelques éléments pour montrer ce qui est dans le document, parce que c'est toujours difficile de faire l'économie de tout le document en un peu de temps. Voilà. Concernant la stratégie de mise en œuvre, nous avons fait une analyse de l'environnement de mise en œuvre et capitalisé sur les échecs qu'on avait notés, notamment dans la mise en œuvre du plan, de l'ancêtre de ce plan, c'est le plan national d'aménagement du territoire. Donc, en termes d'acquis, de faiblesses, d'opportunités, mais aussi de menaces qui peuvent, en tout cas, persister sur la mise en œuvre. Par exemple, au niveau des menaces, je constate juste que le déficit d'articulation entre la planification spatiale et la planification économique a été jusque-là un vrai problème, en tout cas pour la mise en œuvre des outils de planification spatiale. Et actuellement, il y a un travail important qui a été mené avec le ministère de l'économie, en tout cas pour mettre en cohérence tout ce dispositif de planification. Ce sont ces outils dont je vous parle, le système de planification nationale, là où sur la première colonne, vous avez l'échelle, que ce soit l'échelle nationale, les zones spécifiques, l'échelle départementale, l'interterritorialité et le niveau de base, c'est la commune. Et sur la première colonne, vous avez les différents outils de planification spatiale qui sont actuellement proposés au niveau et adoptés même au niveau en tout cas par le Conseil des ministres, par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. Au niveau national, il y a le plan national d'aménagement du territoire qui va s'adosser aussi, qui va en tout cas inspirer les schémas directeurs sectoriels, qui sont les schémas dans toutes les infrastructures là que j'étais en train de montrer. L'idée, c'est de dire que chaque ministère sectoriel, chaque département sectoriel, en tout cas, puisse avoir un schéma directeur sectoriel qui va montrer comment ce département ministériel compte se déployer à travers le territoire national. Et on voit qu'il doit être cohérent avec la lettre de politique sectorielle qui va toujours guider la politique économique du département. Et donc ça, c'est un aspect important. Les zones spécifiques, le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial au niveau des zones spécifiques, par exemple, si on voit qu'avec le développement du littoral, etc., il faut mieux maîtriser ce développement. L'idée, c'est qu'on pourrait aller vers un schéma directeur spécifique qui va venir apporter beaucoup plus de précision, en tout cas que le plan national d'aménagement du territoire. Donc, on descend d'échelle et puis on est plus précis. Voilà, donc ce qui va faciliter la mise en œuvre du plan national d'aménagement du territoire. Au niveau des départements, l'aménagement du territoire, c'est une compétence qui est partagée entre l'État et les collectivités territoriales avec le département qui doit élaborer son schéma d'aménagement et de développement territorial. Au niveau des interterritorialités, que ce soit entre plusieurs communes ou plusieurs départements, on donne l'opportunité, en tout cas, la loi donne l'opportunité d'élaborer un schéma de cohérence territoriale. Et enfin, au niveau des communes, c'est l'échelle de base vraiment pour la planification. C'est là maintenant où on fait une planification où on est opérationnel. Tandis que les autres, c'est des planifications plutôt stratégiques. Là, ça permet d'opérationnaliser avec le schéma communal d'aménagement et de développement territorial qui va organiser tout ce qui est notamment zone de production, qui va comporter les plans d'occupation et d'affectation des sols. Au niveau des zones urbaines, on va avoir les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans directeurs d'urbanisme ou les plans d'urbanisme de détail. Donc, qui vont permettre réellement maintenant d'opérationnaliser toutes ces stratégies. Donc, c'est une question d'échelle qui est importante. Et l'autre, sur la dernière colonne, vous avez les outils de planification économique, donc à chaque fois, qui doivent être cohérentes avec les instruments de planification spatiale.
Les instruments juridiques, donc on le disait tout à l'heure, la loi d'orientation, c'était un problème important au Sénégal, le fait qu'on n'avait pas cette loi d'orientation. Et aujourd'hui, on se réjouit vraiment de l'adoption de cette loi au niveau du Conseil des ministres. On espère que dès l'ouverture de la session parlementaire, que cette loi va être adoptée très vite. En tout cas, on compte sur voilà, l'Assemblée nationale. Les zones d'aménagement différées, parce que pendant longtemps, nous avons constaté qu'à chaque fois, on est obligé de détruire, en tout cas, des habitations, de déplacer des populations pour mettre en place des infrastructures, des équipements. Chaque grand projet actuellement au Sénégal, nécessairement, il y a un coût, que ça soit économique, financier et social important déjà pour disposer de l'assiette foncière. L'idée, c'est de mettre en place ce que nous appelons les zones d'aménagement différées. C'est dès lors qu'au niveau du plan national d'aménagement du territoire et des schémas directeurs sectoriels, on a identifié ces infrastructures, qu'on puisse tout de suite réserver ces espaces, même si ça doit durer 15 ans, 20 ans, etc. C'est important. Les instruments de financement, il y a un fonds d'impulsion à l'aménagement et au développement territorial pour accompagner tous ces enjeux d'aménagement du territoire, les contrats plans, État, collectivité territoriale, mais aussi les instruments classiques de financement de l'État qui, en fin de compte, vont structurer toute l'intervention de l'État au niveau sectoriel. Les autres instruments, c'est les instruments de contrôle et de suivi, le visa de localisation, qui va permettre, quand il y a une intervention structurante, qu'on puisse statuer est-ce que cette zone-là est adaptée pour accueillir cette intervention. Donc, l'enjeu global autour du visa de localisation, c'est ça, et c'est en train d'être finalisé. L'Observatoire national des territoires qui va permettre d'assurer le suivi des dynamiques territoriales, mais aussi contribuer au suivi de la mise en œuvre de ce plan. Donc, voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le DG, chers invités, en tout cas, ce que je voudrais partager avec vous pour vous permettre de mieux appréhender les enjeux autour de ce plan. Je vous remercie.